Europe 1. Votre invité, Sonia Mabrouk, ce matin est un ancien ministre des Affaires étrangères et ancien Premier ministre. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Dominique de Villepin. Bonjour Sonia Mabrouk. Le président américain traite Poutine de criminel de guerre. Est-ce qu'on peut continuer à discuter avec quelqu'un que l'on qualifie de criminel de guerre ? Le crime commis contre le théâtre de Mariupol, comme beaucoup d'autres qui ont égrené les derniers jours, sont des crimes atroces. Et il est normal que la conscience internationale s'élève face à de tels crimes. Toute guerre est la marque d'un échec. Faut-il qu'un président, celui des États-Unis, rentre dans cette façon de dire et de parler? Est-ce que c'est son rôle? Pour être franc avec vous, je ne le crois pas. L'obsession d'un responsable, d'une très grande puissance, ou comme de toute autre puissance d'ailleurs, doit être de faire avancer la paix, d'obtenir un cessez-le-feu, d'arriver à des négociations de paix durables. Et d'ailleurs, le président français a bien montré cette importance des mots quand il a refusé de qualifier de dictateur le président russe. Une fois de plus, nous ne sommes pas dans ce temps-là, c'est le temps de l'histoire, c'est le temps du jugement. Nous sommes dans un moment où il faut mettre toutes nos forces au service du dénouement, d'un cessez-le-feu et d'une négociation. Guerre et diplomatie vont de pair. Toutefois, ce matin, dans Le Parisien, Jean-Yves Le Drian accuse la Russie de faire semblant de négocier. Monsieur de Villepin, on a envie de comprendre ce qui se passe parce que hier encore, il était question du statut de la neutralité de l'Ukraine sur la table des négociations. Et ce matin, voilà que, semble-t-il, la voie diplomatique semble boucher. Nous sommes dans un temps qui est difficile, une sorte d'entre-deux, un temps suspendu, où les combats continuent, les bombardements continuent, et en même temps, des négociations se nouent et il faut souhaiter qu'elles puissent se développer. C'est un processus long qui s'établit à partir d'un rapport de force. Et ce qui se joue sur le terrain, d'où le sentiment qu'on peut avoir de confusion, de contradiction, de révolte face à ce qui se passe, c'est justement ce rapport de force qui n'a sans doute pas atteint son point de maturité, à partir duquel Poutine peut dire « j'ai obtenu mes buts de guerre ». Et il y a une interrogation sur quels sont ces buts et où les Ukrainiens, forts de la formidable résistance qui est la leur, peuvent se dire il faut se résoudre à négocier, alors que certains pourraient rêver de défaire cette armée russe qui rencontre aujourd'hui, nous le savons tous, des difficultés. Donc chacun doit redescendre, si je puis dire, sur des positions qui permettent à la diplomatie de jouer son rôle. La diplomatie, c'est un processus très compliqué, parce que c'est un processus qui permet de passer d'un rapport de force sur le terrain, d'un rapport de violence sur le terrain, en procédurisant cette violence de façon à la transformer en énergie politique et diplomatique. Donc c'est une alchimie très complexe. Mais qui a la capacité de fabriquer cette alchimie, d'avoir à la fois ce rapport de force et de comprendre qu'il faut procédurer, comme vous le dites? Est-ce qu'il y a des pays qui pèsent davantage? Évidemment, on pense à la Chine tout de suite. Oui, c'est une question essentielle. Il y a d'abord un chemin que la Russie et l'Ukraine doivent faire dans leur tête pour savoir à quel moment et sur quelle base il est possible de s'entendre. Et puis, vous avez raison, il y a des pays médiateurs, des pays qui sont susceptibles de peser sur chacun des camps et qui peuvent essayer de forcer la négociation. Vous citez la Chine, je crois que c'est un des grands enjeux de cette bataille auquel nous assistons. C'est un grand enjeu à la fois sur le plan de l'aboutissement d'une négociation politique et c'est un grand enjeu aussi pour la définition du monde dans lequel nous entrons. Alors sur le plan de la définition de la négociation, aujourd'hui l'embarras, la difficulté des Russes les conduit à rechercher des soutiens. À partir du moment où les sanctions sont efficaces, où elles se resserrent, où l'économie russe rencontre de plus en plus de difficultés, Vladimir Poutine a un double problème, un problème pour son effort de guerre, il a 150 000 hommes sur le terrain, il n'a pas beaucoup de capacités supplémentaires, même si l'armée russe est plus importante, mais
pas suffisamment de capacité opérationnelle sans recourir aux conscrits. Et nous savons que l'opinion publique russe, le comité des maires sont autant d'éléments qui font qu'un rejet fort est possible au sein de la société russe. Donc ça, c'est un premier élément. Il y a un deuxième élément, c'est que pour nourrir cet effort de guerre, il a besoin d'appui financier et seule la Chine, ou en tout cas la Chine est sans doute le principal allié et partenaire. Alors nous avons vu ce rapprochement entre la Russie et la Chine au fil des dernières années, et c'est sans doute un des échecs de la diplomatie occidentale que d'avoir permis une telle dérive. Et aujourd'hui, la Chine est devant un choix majeur qui l'engage pour longtemps. Est-ce que la Chine apporte aveuglément son soutien à la Russie? Nous avons vu qu'elle s'est abstenue aux Nations Unies, donc c'est déjà un signe de son embarras stratégique. Ou alors, elle pousse plus loin les feux en pensant au monde d'après, et elle joue ce rôle de médiation pour encourager un processus de paix. Mais attendez, pour avoir la réponse, est-ce qu'il faudrait poser la question ? Quels sont les intérêts de la Chine? Et alors, donc vous pouvez nous dire vers quoi elle va et c'est en ça que la Chine hésite, parce que les intérêts de la Chine sur le plan économique et sur le plan stratégique, c'est de gagner du temps, c'est de renforcer son économie. La Chine est encore très imbriquée dans la mondialisation, elle n'est pas du tout dans un processus d'autonomie comme l'est l'économie russe depuis déjà un certain nombre d'années. Donc elle a besoin du monde, et elle a besoin aujourd'hui de commercer avec le monde. À partir de là, le risque de bascule, c'est soit vers une partition du monde, donc un camp autoritaire qui se formerait avec la Russie, avec l'Iran, avec beaucoup d'autres pays. Le front des sanctionnés aussi. Un front du refus, un front de pays autoritaires, et de l'autre côté, un front occidental. Et c'est pour cela que j'appelle à une responsabilité diplomatique. Et on voit bien que l'enjeu diplomatique, c'est pas seulement aujourd'hui l'enjeu des négociations, c'est l'enjeu du monde de demain. Ne négligeons pas le monde dans la partie qui se joue, c'est-à-dire tous les pays du Sud, tous les pays qui aujourd'hui observent avec beaucoup d'inquiétude les difficultés qui s'accumulent, parce que il y a une crise alimentaire qui se prépare, il y a une crise énergétique qui va avoir des conséquences. On voit l'inquiétude de pays comme l'Égypte, l'inquiétude des pays d'Afrique du Nord, de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, de pays asiatiques. Donc il y a aujourd'hui une traduction concrète de cette guerre pour beaucoup de pays du Sud. Et il y a aussi, et de ce point de vue-là, je trouve que nous surestimons nos forces. Il y a un sentiment, un désir de revanche très profond qui peut conduire de nombreux pays à se diriger plutôt vers ce camp des autoritaires. Quand un pays comme le Sénégal s'abstient aux Nations Unies, quand un pays comme l'Inde continue de commercer et négocie l'achat de produits énergétiques, d'hydrocarbures russes, on voit bien que le monde est partagé, le monde hésite. Et dans le fond, est-ce que nous rentrons dans une période où un nouveau rideau de fer va s'abattre sur la planète, avec des conséquences encore plus grandes, parce qu'il coupera le monde en deux? Ou est-ce qu'au contraire, nous sommes capables de forcer en quelque sorte l'histoire et de pousser la Chine à la négociation et à des relations plus apaisées avec le monde? Donc ce matin, vous nous dites, Dominique de Villepin, que derrière des négociations très importantes de court terme pour faire cesser le bruit et le fracas des armes, il y a aussi l'enjeu carrément d'un basculement géopolitique. À nous d'être conscients et de voir si on peut encore peser aujourd'hui sur ce cours-là. Ce basculement était en cours, on le voyait tous à travers la confrontation entre la Chine et les États-Unis. Ça nous fait réfléchir a posteriori sur la logique de l'embargo américain vis-à-vis de la Chine. Je crois que chaque fois qu'on avance dans un durcissement des relations économiques, il faut en même temps proposer quelque chose, il faut élever le seuil de négociation, parce qu'il faut offrir une porte de sortie et la possibilité d'un accord et d'une entente. Donc oui, cette définition de la relation avec la Chine, elle doit être majeure. Et qui négocie aujourd'hui avec les Chinois? Qui parle avec la Chine? Eh bien, ce sont les Américains. La rencontre de Rome avec le Conseil national de sécurité américain et un haut responsable de la politique étrangère chinoise en témoigne. Et moi, j'appelle l'Europe à avoir ce regard mondial. L'Europe, c'est normal. Le drame qui se noue chez nous, à nos fenêtres. Mais n'oublions pas le monde en termes d'enjeux diplomatiques. Parlons au monde, parlons à la Chine, parlons à l'Inde, parlons à l'Algérie, parlons à la Turquie, à tous ces pays, à Israël, tous ces pays qui ont une capacité à agir, car nous devons
les associer à la recherche d'une solution. Les États-Unis, en tout cas, n'oublient pas de parler au monde. Je dis cela, Dominique de Villepin, parce que quand ils ont décidé d'un embargo sur le gaz et pétrole russe, a-t-on suffisamment insisté pour dire qu'ils se sont presque immédiatement tournés vers le Venezuela? Voilà, je veux dire d'une manière presque cynique ou pragmatique, très pragmatique, des intérêts américains, America First, toujours. Oui, c'est une métaphore tout à fait parlante et cela doit nous conduire à réfléchir quand nous pensons à la négociation qui doit se nouer avec la Russie. Est-ce qu'il faut aujourd'hui diaboliser définitivement Vladimir Poutine? On entend certaines voix qui considèrent que la seule stratégie aujourd'hui, c'est l'élimination pure et simple du président russe, ou au contraire, est-ce que nous ne devons pas éviter toute stratégie de changement de régime instruit par les 20 dernières années. Cette stratégie de changement de régime menée par les Américains en Irak, elle a conduit au départ de Saddam Hussein, mais l'Irak a connu ou connaît encore un chaos extrêmement profond. Le départ de Kadhafi, il a conduit aussi à un chaos extrêmement profond. Donc je ne crois pas que la politique de changement de régime soit la bonne stratégie. C'est très important ce que vous dites, mais est-ce que vous êtes entendu sur ce plan-là, Dominique de Villepin? Bien sûr qu'on subit encore aujourd'hui les conséquences de ce qui s'est passé en Irak, en Libye. Et il faut le dire, parfois on a outrepassé notre mandat, mais est-ce que notre diplomatie aujourd'hui a tiré les leçons et les conséquences de ces grands chaos? Je pense que nous avons progressé au fil des années. Il y a une conscience qui affleure des réalités. Et c'est vrai qu'il y a une volonté d'associer la morale à la diplomatie. Et c'est une bonne chose, à mon sens, que de défendre nos idéaux. Mais nous devons le faire avec réalisme, avec pragmatisme, en ayant le souci d'être efficace au service des objectifs qui sont les nôtres. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a effectivement des progrès et le contact, le dialogue que nous maintenons avec la Russie, qu'Emmanuel Macron maintient avec la Russie, est un signe de cette volonté de ne pas rompre le fil. Je crois qu'à chaque étape, il faut garder la possibilité de la paix et c'est pour cela que le moment dans lequel nous sommes, sur le plan de la guerre, une guerre c'est marqué par des temps différents. Il y a des choses qui sont possibles à certains moments et qui ne le sont plus à d'autres. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une négociation qui peut se nouer. Et c'est pour cela que je suis soucieux de partager l'expérience qui est la mienne dans ce domaine, parce que dans ce temps-là, il faut mettre toute notre force dans le jeu. Nos forces, c'est quoi? C'est à la fois durcir suffisamment notre position vis-à-vis de la Russie pour lui montrer qu'il n'y a pas d'avenir à la stratégie qui a été choisie. L'Ukraine ne sera pas russe. Vladimir Poutine ne peut pas gagner cette guerre. Et donc, l'accroissement des sanctions économiques, les livraisons d'armes sont autant de moyens de marquer ce territoire. J'aurais souhaité pour ma part... Sur la livraison d'armes, expliquez-nous, et je vous laisse poursuivre votre argumentaire, Dominique de Villepin, parce qu'hier, Joe Biden, après l'expression du président ukrainien devant le Congrès américain, Joe Biden a promis maintenant des systèmes antiaériens, des drones. Sommes-nous en train de franchir quand même la limite au-delà de laquelle on risque d'être considérés comme des co-belligérants? Les systèmes d'armes qui sont annoncés du côté européen comme du côté américain sont dans la droite ligne de ce qui a été fait dans les dernières semaines. Système d'armes anti-chars, système d'armes anti-aériens, drones, la ligne rouge que nous nous sommes nous-mêmes fixée, c'est-à-dire la livraison des avions, et on pourrait en discuter. D'autre part... On pourrait en discuter? On pourrait en discuter. La no-fly zone, oui, parce que... on entre de plein pied. Alors là, on ne pourra plus dire que nous ne faisons pas la guerre à la Russie. Non, mais je dis on peut en discuter parce que nous sommes dans la ligne grise. Livrer des avions en pièces détachées à l'Ukraine qui met un pilote dedans et qui décide de s'en servir, ça fait partie des livraisons d'armes. Donc le seuil, c'est l'engagement direct de l'OTAN. Et de ce point de vue-là, nous avons mis une ligne très forte et très claire sur le fait que pas un soldat de l'OTAN, pas un engagement direct de l'OTAN n'est susceptible de se produire. Donc, nous sommes dans la continuité de ce que nous avons fait. Mais je pense qu'il faut donc à la fois élever ces sanctions, et c'est pour cela que dans le temps d'aujourd'hui, je pense qu'il aurait été, ça aurait été un message fort que de couper le robinet du gaz et du pétrole du côté européen, même si c'est difficile, et donc on a choisi de graduer en quelque sorte la réponse, mais de la même façon, il faut élever
notre main dans la négociation. Ça veut dire être capable de mettre sur la table un certain nombre de propositions. Alors, on parle maintenant de la question de la neutralité. C'est une question difficile. Chacun a ses termes, son langage. La neutralité, c'est à la fois un engagement que l'on prend de ne pas agresser, de ne pas attaquer, et c'est en même temps une garantie qu'on le reçoit de ne pas être agressé. Donc on discute, est-ce que c'est le modèle suédois, le modèle autrichien, le modèle finlandais ou un modèle ukrainien, comme le rappelle le président Zelensky. Ça fait partie de ces discussions indispensables, mais qui doivent être accélérées au maximum pour permettre la première étape dans tout processus de paix, qui est un cessez-le-feu. Quand on voit le drame de Mariupol, je crois qu'il y a urgence sur le terrain à arrêter les armes. Dominique de Villepin, on va poursuivre l'entretien. Restez avec nous, c'est passionnant de vous écouter sur cette lecture du monde et du basculement de l'histoire. On poursuit l'entretien avec vous, Dimitri. Courte pause et on revient dans un instant sur Europe 1, 8h28. Dimitri Pavlenko. Votre matinale info sur Europe 1. Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre, est l'invité d'Europe 1 jusqu'à 8h40. Sonia Mabrouk, vous êtes resté avec nous. Dominique de Villepin, vous disiez à l'instant, vous adressiez ce message à l'Europe. Parlons au monde. Ce matin, les Échos publient un graphique qui montre que depuis le 24 février, soit le début de la guerre en Ukraine, les exportations quotidiennes de gaz russe vers l'Europe, elles sont passées de 250 à 350 millions de mètres cubes par jour, soit une hausse de 30%. On n'a jamais acheté autant de gaz russe depuis le début de l'année que depuis 3 semaines. Le gaz passe même par l'Ukraine. C'est le détail qui tue, si je puis dire. Est-ce que nous sommes crédibles dans ces conditions, Dominique de Villepin ? Nous le serions davantage si nous étions capables de prendre une décision ferme et nette sur ce sujet. C'est à la fois difficile politiquement et compliqué techniquement. Mais il y a une urgence, celle de la guerre, et une urgence surtout, c'est de saisir ce moment particulier d'aujourd'hui où la paix est possible, la négociation est possible. Vous la croyez possible ? Je la crois possible. Je termine sur votre question concernant le gaz et le pétrole. Le sommet de Versailles a choisi de privilégier l'unité des Européens. Et pour avoir été dans la position de responsabilité à la tête du gouvernement français, je sais que cette unité, elle est indispensable dans la phase actuelle. Et si un certain nombre de pays, et j'ai la faiblesse de croire que la France fait partie des pays qui auraient souhaité que l'on fasse davantage, si certains pays, les pays du Nord, sont pousser l'idée d'un arrêt du robinet immédiatement, ils se sont heurtés à des pays comme l'Allemagne et comme l'Italie qui sont dans une situation de dépendance plus difficile. Donc il faut arbitrer. L'Europe, c'est aujourd'hui cela. L'Europe, elle se fait. C'est vrai qu'elle avance, mais elle se fait. Et nous voyons là à quel point l'enjeu de constitution d'une puissance européenne est indispensable. Indispensable aujourd'hui, on le voit, pour peser sur un conflit. Indispensable demain pour être le pôle d'équilibre dans un monde qui, justement, a besoin d'un axe, a besoin de repères. C'est la vocation de l'Europe. L'Europe, elle fait à la fois beaucoup aujourd'hui et en même temps, on voit à quel point elle pourrait faire plus. Justement, faire plus, comment le chancelier allemand Olaf Scholz a été clair. Les Allemands ne pourront pas consentir à cet embargo. Alors, on peut parler de la Lettonie, dépendante à 100% du gaz russe. Et puis, Dominique de Villepin, on parle beaucoup d'une Europe puissante, de l'Europe de la défense. Les Allemands qui vont investir une somme considérable, là, dans les dépenses militaires, vont acheter des avions américains. Est-ce qu'on peut encore parler d'une Europe, espérer cette Europe de la défense dans de telles conditions ? Les F-35 auxquels vous faites référence, qui vont remplacer les Tornados, font partie du système de protection nucléaire américain. Donc c'est la justification technique que donne le gouvernement allemand. Il est évident qu'on est loin du pôle européen de défense, et cela montre bien à quel point nous sommes dans un moment où les plaques tectoniques bougent. On rêve d'une Europe qui s'affirmerait, on est peut-être au contraire à la veille d'une Europe qui s'alignera encore davantage sur les États-Unis. Et c'est en ça que le moment diplomatique est essentiel, la bataille diplomatique est essentielle, rien n'est joué. Tout bouge, la poutre travaille, mais tout reste à faire. Et tout reste à faire pour gagner la paix, et tout reste à faire pour un monde qui soit plus sûr demain, à un moment où tous les acteurs sont en train de se positionner. C'est en cela que la bataille diplomatique que doit mener et que mène aujourd'hui le Quai d'Orsay, comme la diplomatie européenne, est essentielle, parce que nous représentons dans le monde une voie qui voudrait avancer vers un équilibre. Et de ce point de vue-là, l'expérience de la France est unique.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit voter demain un projet de résolution porté par la Russie pour, ne riez pas, l'accès à l'aide et à la protection des civils. On croit un peu rêver quand on lit cela, mais sérieusement, Dominique de Villepin, on se rappelle tous votre discours en 2003 pour dire non à la guerre en Irak. Est-ce qu'on peut encore attendre quelque chose aujourd'hui des Nations Unies dans cette guerre en Ukraine où l'on mesure une fois de plus l'impuissance de l'ONU ? Nous souffrons tous de voir les Nations Unies paralysées, et d'abord pour une raison simple, c'est que au Conseil de sécurité, parmi les 5 membres permanents, il y a la Russie qui dispose d'un droit de veto. Donc nous savons tous que ce système devra être corrigé, devra être réformé. Ça fait des années que la communauté internationale y travaille, sans succès malheureusement, mais ça fait partie des chantiers indispensables. Mais l'avantage, c'est que nous voyons au moins au Conseil de sécurité, et au moins dans le cadre des Nations Unies, les positions des uns et des autres. Chacun peut regarder l'argumentation des uns et des autres. Donc c'est une vitrine de la diplomatie mondiale que chacun peut observer. En cela, c'est une leçon, c'est une vitrine, c'est une pédagogie indispensable. Monsieur le Premier ministre, on vous entend sur les grands sujets qui nous concernent. Il y a aussi un autre sujet de préoccupation immédiate, en tous les cas en France. Et je vous pose la question parce que vous connaissez éminemment bien ce sujet. C'est le débat sur l'autonomie de la Corse lancé par l'exécutif. Certains dénoncent, Dominique de Villepin, une reculade, un aveu de faiblesse de la République et même un chantage à la violence. Comment vous voyez, vous, aujourd'hui, les choses ? Vous avez eu évidemment des discussions, non pas sur l'autonomie, mais sur ces grands sujets. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un recul de notre part ? Alors d'abord, il faut prendre en compte, parce que c'est la responsabilité du gouvernement aujourd'hui, et nous le voyons avec le voyage de Gérald Darmanin en Corse, nous sommes dans des circonstances exceptionnelles et dramatiques. Et donc il y a une émotion qui existe en Corse, et il y a la tentation de la violence qu'il faut absolument régler et prendre en compte. L'autonomie, c'est un mot qui ouvre un très vaste débat. On voit bien qu'il y a des craintes derrière cette autonomie qui s'expriment chez beaucoup. C'est mon cas. Entre l'autonomie et la dérive vers l'indépendance, on peut penser qu'il y a quelque chose, malheureusement, d'un peu automatique. Donc, ça suscite des craintes. Et en même temps, il faut faire en sorte que la Corse et les Corses, et on voit bien le chemin qu'ils ont fait, de l'indépendance vers un nationalisme dans le cadre de la République. On voit bien qu'il y a quelque chose à trouver. Est-ce que la campagne électorale est le meilleur moment pour régler la question ? Sûrement pas. C'est un temps qui peut permettre malgré tout de poser des questions. Et le fait que ce débat s'ouvre entre les différents candidats, le fait qu'on puisse s'avancer vers la recherche d'une solution optimale, me paraît une bonne chose. Ouvrir le débat, certainement pas le fermer, et certainement pas faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir ou qu'on ne voudra pas tenir. Merci Dominique de Villepin. C'est moi qui vous remercie. Merci pour ce temps accordé.